Il s'agit là d'un exposé succinct de la vision de Ben-Nabi en ce qui concerne le devenir des relations internationales. Ce qui ressort de cette lecture, c'est qu'elle est étonnamment d'actualité, elle est perspicace, elle est, si j'ose dire, une vision de visionnaire. Malik Ben-Nabi, qui, bien entendu, comme vous le savez, a vécu au siècle passé, même si ce n'est pas encore trop loin, dans ses écrits, dans ses actions, ses activités, il avait toujours fait preuve donc d'une lucidité et d'une pertinence, notamment en ce qui concerne la situation que vit actuellement et que subit le monde arabo-musulman. L'intitulé de la contribution Politique et sécurité internationale au XXIe siècle, vers la réalisation de la perspective ben-nabienne de la finalité de l'histoire. Le paragraphe ou la phrase se termine par un point d'interrogation. C'est-à-dire, c'est à l'exposé de prouver qu'effectivement, ce que nous soulignons était le fait d'un homme d'une qualité exceptionnelle et d'un visionnaire. Je commence donc l'introduction par une citation de Feu Ben-Nabi. La crise dans laquelle se débat encore le monde tient au fait qu'on ne semble pas, en dehors de la voie qui conduit à une impasse, trouver d'autres voies que celle qui mène à une autre. Cette brève description de l'état du monde est, nous en conviendrons tous, me semble-t-il, et on ne peut plus juste. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle a été formulée il y a 60 ans, le 6 novembre 1956, plus exactement, par le regretté Malik Ben-Nabi, dans son livre époustouflant de perspicacité et d'érudition, l'afro-asiatisme. Ce livre, tout autant que toutes les autres contributions intellectuelles Ben-Nabi, n'ont pas pris une ride et n'ont pas perdu de leur validité dans le contexte géopolitique régional et international d'aujourd'hui. Et selon toute vraisemblance, elle pourrait servir encore de boussole et de base solide pour une feuille de route, aussi bien pour la région à laquelle appartient notre pays que pour le monde dans son ensemble. C'est dans cette perspective que nous proposons d'examiner sommairement, dans cette modeste contribution, donc, devant cette auguste assemblée. Pendant que sur l'échiquier international, les grandes puissances s'affairent à façonner le monde et les contours du monde de demain selon leurs intérêts bien compris, que se passe-t-il dans le monde arabo-musulman? Cette région immense, riche, géographiquement stratégique, et dont les frontières dessinent en fait un véritable continent, le continent intermédiaire, entre guillemets, selon la formule de Napoléon Bonaparte, Malik Ben-Nabi pensait qu'elle était désignée, cette région, pour être le pont entre les races et les cultures, un élément de cristallisation, un élément essentiel de catalyse dans la synthèse d'une civilisation afro-asiatique. Cette région, aujourd'hui, malheureusement, s'apparente à une banquise qui cède sous le poids des phénomènes. Parce que nombre de pays qui le composent, en particulier dans sa partie arabe, donc le monde arabo-musulman, n'ont pas encore réussi à réunir les conditions susceptibles de le débarrasser de sa colonisabilité et de le faire sortir de son sous-développement.
le monde arabo-musulman demeure mal relié à la mondialisation et subit toujours le diktat et la duplicité de véritables acteurs du réordonnancement du monde qui vient. Malik bin Nabi avait pourtant prévenu le musulman, il y a de cela plus de 60 ans lorsqu'il écrivait « Le monde musulman est à l'instant angoissant dans la nébuleuse où les éléments n'ont pas encore été intégrés à un ordre régi par des lois définies. La nébuleuse peut engendrer l'ordre islamique ou un immense chaos, où sombreront toutes les valeurs que le Coran avait apportées au monde. Mais le Coran est encore appelé à répéter son miracle s'il plaît à Dieu. » N'est-ce pas là une prémonition décrivant on ne peut mieux l'état actuel de l'Umma islamique? S'agissant de l'évolution de la situation internationale globale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ben Nabi, qui est sans doute le premier à avoir utilisé le concept de mondialisme, alors qu'aujourd'hui on parle de globalisation et de mondialisation. Dès le début des années 50, il écrivait plus précisément en 1952, le tableau de l'hérédité du monde qui vient nous a en effet montré le mondialisme comme l'une des tendances fondamentales de notre époque. Tout concourt à faire de cette tendance un caractère achevé, un état d'équilibre naturel dans un monde qui vient. Or, ce mondialisme réclame surtout une unité morale qui s'identifie précisément avec la pensée coranique renforcée, expliquée par le cours même des événements. Dans les événements actuels, il y a en effet un impératif. La guerre est nécessaire historiquement et métaphysiquement pour réaliser la plus grande mutation de l'espèce humaine. Depuis la fin des années 50, ayant probablement pris connaissance du contenu du rapport secret dit rapport Khrouchtchev, examiné le 24 février 1956 par les délégués du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, réunis à huis clos, Ben Nabi prophétisa qu'à l'issue de la prochaine guerre, il n'y aura pas d'alternative. Le nouveau monde sera grosso modo ou communiste ou capitaliste. L'un des deux régimes doit disparaître. En 1972, il est plus affirmatif encore concernant le sort du régime communiste à un moment, 1972, où paradoxalement, l'Union soviétique était au zénith, au summum de sa puissance militaire. Il a dit en effet qu'il faut s'attendre au déclin de la société communiste moderne. Elle connaîtra le même sort que les sociétés communistes ayant subi dans le passé à l'image des Karamita, dont le système a volé en éclats en un court laps de temps après avoir menacé l'État abbasside, pourtant à l'apogée de sa grandeur, ou encore la société persane avant l'avènement de l'islam. Durant cette même année 1972, et sentant sans doute proche la fin de sa vie, et anticipant la survenance d'événements capitaux tournant du troisième millénaire, il prononça ces paroles sibyllines et lourdes de sens historique. Nous voyons s'ouvrir à notre époque des événements considérables. Ces raisons nous poussent à assimiler ce dernier tiers du XXe siècle à un fleuve proche de son embouchure dans la mer, grossi par le rassemblement de tous ces affluents descendus des hautes montagnes de fin fond du pays. Ne sommes-nous pas entrés de plein pied dans le monde qui vient décrit par Malik bin Nabi? Et n'assistons-nous pas aujourd'hui au début de l'accomplissement du testament de Malik bin Nabi qu'il a laissé en 1972 et celui notamment contenu dans 2 conférences qu'il avait données à Damas, le rôle et la mission des musulmans dans le dernier tiers du XXe siècle, et rôle et mission qui souhaitaient et permettraient de sauver le musulman de la stagnation et l'homme civilisé de son dédain. Pour Ben Nabi, il s'agit plutôt de la signification finale de l'histoire qui doit aboutir à une civilisation qui se réalise comme un destin en dépit de la volonté des hommes. Car la raison humaine serait vaine si elle ne coïncidait pas avec les processus des faits qui impriment la volonté de Dieu à l'histoire. Elle serait sacrilège si elle voulait dévier le cours de l'histoire comme si elle voulait s'opposer au dessein de Dieu. À l'heure où le monde entier cherche désespérément le meilleur moyen à même de lui assurer sa survie, la contribution de tous est indispensable.
À cet égard, Pascal Bruckner, pour ne citer qu'un des éminents penseurs occidentaux, dont la pensée aboutit au même processus que celui décrit par Ben Nabi, il écrit « L'Occident fut capable de nombreuses abominations, mais lui seul a su mettre la distance de sa propre barbarie. On aimerait que d'autres régimes, d'autres civilisations s'inspirent de son exemple. Le plus beau cadeau que l'Europe puisse faire au monde, c'est de lui offrir l'esprit d'examen qu'elle a conçu et qui l'a sauvé de tant de périls. C'est un cadeau vénéneux, mais indispensable à la survie de l'humanité. » S'adressant ensuite aux dirigeants de tous les pays, Ben Nabi estime qu'une grande pitié de soi-même et de tout ce qui est humain doit inspirer ceux qui gouvernent, en sachant que sous la plus grande perversion, il y a toujours une possibilité de rédemption. Et sous l'apparence de la force, il y a toujours une grande faiblesse qui résume les faiblesses humaines. Le pouvoir requiert de plus en plus les plus hautes qualités morales. L'homme qui voudra gouverner des hommes devra plus que jamais avoir une âme d'apôtre et les entrailles de père. Ne sommes-nous pas les témoins de l'époque de la grande mutation humaine qu'entrevoyait Melk Ben Nabi, celle où l'humanité qui avait franchi avec le néolithique le premier palier de son histoire, en s'élevant au niveau des civilisations, doit s'affranchir maintenant du second palier de son histoire qui l'élèvera au niveau de la civilisation de l'homme œcuménique. Bien entendu, en se plaçant dans cette perspective, on ne voit pas le chemin à parcourir pour atteindre le but, ni toutes les difficultés du chemin. Ceux qui auront guidé les peuples, qui auront à guider les peuples vers ces objectifs, auront à résoudre pratiquement des problèmes difficiles, certainement. Mais l'histoire les aidera à les résoudre tant que leur politique concordera avec la logique historique. Je termine. Précédant de 6 décennies, les rédacteurs de ce rapport... Jusqu'ici, Ben Nabi n'a que très peu été écouté. Et c'est le mauvais génie qui a le plus parlé et sévi. Mais à présent que la route de l'histoire a conduit à marche forcée les humains à un stade avancé d'intégration multiforme, qu'aucune culture particulière ne peut incarner ou revendiquer de manière exclusive l'instant Ben Nabien. C'est lui où la voix du bon génie se doit de se faire entendre. Est-il enfin venu ? L'humanité dans son ensemble saura-t-elle se hisser au niveau élevé d'intelligence, de responsabilité, d'engagement qu'imposent les défis globaux, colossaux aux générations actuelles et futures ? Nous nous devons tous de l'espérer et de contribuer de manière active à cet événement plus que jamais nécessaire. À cette fin, empruntant à notre martyr, l'Arbi Ben Mehdi, l'idée de son célèbre appel, fort heureusement entendu et suivi, nous voudrions conclure notre exposé en disant « Mettons la pensée de Melk Ben Nabi dans la rue et les peuples la prendront en charge. » Wassalamu alaikum.